Bonjour à tous. Nous allons débuter dans quelques minutes. On va commencer à laisser entrer les gens. Donc, j'imagine qu'on va prendre un petit 2 minutes de retard au début pour s'assurer qu'il y ait un maximum de personnes qui peuvent s'inscrire. Donc, en attendant, je vais me mettre j'ai arrêté ma caméra et mon micro pour pas avoir un trop long malaise à jaser tout seul. Donc, à tantôt dans quelques instants. Bonjour à tous. On laisse encore entrer les gens, donc il faut les accepter dans le webinaire. Je vais débuter dans environ 2 minutes. Est-ce que quelqu'un peut gentiment me confirmer qu'on me voit bien à l'écran, au moins comme intervenant, et que vous ne voyez pas juste la diapo? Merci beaucoup pour les confirmations dans le conversé. Donc, je reviens encore une fois dans 2 petites minutes. Où est-ce qu'on va débuter officiellement? On va essayer de ne pas partir ça trop en retard, mais je vois le compteur continuer à augmenter à un bon rythme, donc ça vaut encore la peine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la thématique des élections municipales 2021, sous la thématique donc des priorités pour des collectivités viables. Je vous remercie d'être présent dans encore une fois nouveau webinaire pandémique, hein. Voilà une chose qu'on risque de garder, d'en faire peut-être un petit peu plus de ce genre de formule-là. Mon nom est Christian Savard, je suis directeur général de Vivre en Ville. Ça me fait plaisir de prendre un petit moment là, en cette veille, en cette journée d'été, c'est l'été aujourd'hui, 21 juin, où est-ce qu'on est en train tranquillement
rentrer dans une vie un peu plus normale, un peu moins pandémique pour rentrer en mode éventuellement élections municipales qui vont avoir lieu cet automne. Donc, d'entrée de jeu, quelques instructions par rapport au webinaire. Des gens l'ont demandé. Je vous confirme que celui-ci va être enregistré, donc disponible par la suite. Et donc, également, je vous inviterai aussi à ne pas hésiter à utiliser l'outil Converser. Je vous proposerais d'utiliser essentiellement l'outil Converser et non pas l'outil Questions-réponses, parce que moi, je vais tenter, une partie de mon équipe aussi va garder les yeux sur l'outil Converser et pour rendre peut-être la présentation un tout petit peu moins scolaire, peut-être un peu plus interactive, je ne vais pas hésiter de prendre des questions en plein milieu sur des thématiques. Ou de prendre ou de lire certains des commentaires que je vais voir. Donc, ça va me demander un petit, je ne sais pas si vous faites ça assez souvent, même si on a donné quand même de webinaires, mais on avait le goût de tenter cette formule-là. Donc, je vous demande quand même un petit peu de compréhension si des fois j'ai l'air à hésiter, mais on va essayer de faire ça un peu plus relax là, pour discuter. C'est une question qui est quand même importante. On n'est pas encore rendu en plein cœur de la campagne électorale. On est plus là pour discuter. Donc, je vous remercie beaucoup, encore une fois, de votre présence. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le mode conversé. On va faire durer ça jusqu'à 13 heures, peut-être avant. Hein? On va voir si ça finit avant. Et on peut même, là, un moment donné, je vais dire merci à tout le monde, mais si on a le goût de continuer à discuter, on pourra le faire en mode là, conversé par la suite. Donc, on pourrait le faire en mode informel. Ça fonctionne très bien dans d'autres événements qu'on fait. Donc, là-dessus, on me dit que je suis sur mute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes? Pour moi, pour l'instant, tout semble fonctionner. Je n'ai pas d'autres enjeux. Donc, merci beaucoup de confirmer que tout est bien, M. Meilleur. C'est peut-être de votre côté. Donc, oui, élection municipale. Le webinaire est fait pour s'adresser autant à des futurs candidats, mais aussi à des citoyens. Futurs candidats et citoyens, quelles questions qu'on peut se poser, quel enjeu devrait être incontournable dans les prochaines élections municipales? On le sait, à notre lecture de la situation, c'est une élection très, très importante. C'est une élection de transition. Audrey, tu pourrais passer à la prochaine diapo. C'est une élection, un mandat stratégique. Un mandat stratégique parce que justement, on va être en partie en mode relance post-pandémie. Beaucoup de choses qui ont été mises sur la glace, beaucoup de choses qui ont peut-être moins avancé que prévu, mais également des mentalités peut-être un peu différentes, peut-être des opportunités à saisir dans les prochaines années, profiter du momentum post-pandémie pour mettre en place des mesures qui vont probablement plus loin, mais surtout, on le sait, notre avenir collectif de l'humanité est un peu menacé, en tout cas notre civilisation par rapport au changement climatique. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Et on sait que beaucoup des mesures aussi se retrouvent dans les collectivités. Et donc, les élus municipaux, les citoyens ont un grand rôle à jouer. Et c'est pas mal maintenant ou jamais que ça va jouer lorsqu'on regarde les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Et on sait qu'il n'y a pas de petite contribution à la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est d'autant plus important. Le prochain mandat nous apparaît d'autant plus important, un mandat de transition très, 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 très stratégique. Donc, ce qu'on propose également aujourd'hui, c'est un certain nombre de bases. Hein. On ne vous réécrira pas le prochain grand règlement municipal à faire. Ça sera pas, c'est pas très prescriptif parce que d'entrée de jeu, il faut le dire, il y a des choses qu'on peut faire dans tel type de milieu, dans un quartier, un arrondissement montréalais, d'autres choses qui sont plus importantes à faire dans un village, dans une ville moyenne. Donc, on va aborder des grandes thématiques. 10 grandes thématiques qui nous apparaissent incontournables. On va en discuter un tout petit peu.
et puis et voir comment l'insérer là, dans les plateformes. On va faire quelques suggestions. D'ailleurs, si parfois je prends des exemples québécois qui concernent une administration actuelle, il ne faut pas le voir d'une manière partisane. Il n'y a pas, si je nomme un exemple dans une ville X, puis il y a des élections dans ville X, je vais juste nommer le bon exemple. Ça ne veut pas dire que c'est un appui à cette administration-là, surtout si elle se représente. Mais parfois, il faut donner du concret, donc je n'aurai pas le choix, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de partisan. À noter aussi que c'est beaucoup des enjeux. Il y a des enjeux municipaux. Il y a beaucoup de choses à s'occuper dans une ville. On ne pourra pas discuter de tout. On a décidé de concentrer le tir sur les enjeux qui ont un caractère territorial, parce que ça fait partie de l'ADN de vivre en ville, les questions de territoire, comment l'environnement bâti, le cadre bâti, allant des milieux naturels jusqu'à notre coin de rue et à notre bâtiment. Donc, les propositions qu'on fait concernent beaucoup des enjeux à caractère territorial. Parce qu'on le sait aussi, et c'était le sujet de ma dernière chronique que j'aime bien, qu'à chaque jour qui passe, il y a une augmentation de la population. Il faut savoir où on va loger les gens, où on va construire des routes ou pas construire des routes. Donc, c'est très important de comprendre que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on développe une ville d'un point de vue territorial. On le fait pour toujours, d'où l'importance des enjeux territoriaux. Et c'est pour ça qu'on va concentrer le tir dans le petit exercice que je vous propose là-dessus. Donc, sur les enjeux qui ont un caractère davantage territorial. Donc, on va y aller. Un clic, Audrey, pour le premier thème. On dit en médecine que la première chose à faire est de ne pas nuire. Et en matière, pour une ville, la meilleure manière de ne pas nuire, c'est de tenter par tous les moyens de ne plus consommer de nouveaux territoires que nous, on aime bien qualifier de greenfield, de territoires qui n'ont jamais été développés. Donc, là-dedans, on parle de milieux naturels, on parle de milieux agricoles essentiellement. Donc, une plateforme, selon nous, qui ferait face aux défis de notre époque, aux défis de lutte contre les changements climatiques, autant en matière de mitigation que d'adaptation, devrait proposer de ne plus accepter ce genre de développement-là, particulièrement s'ils sont zonés. Il n'y a pas de zonage résidentiel déjà fait, il n'y a pas de dézonage déjà fait. Donc, il faut juste que ça ne fasse plus partie de la boîte d'outils d'une ville de vouloir faire du dézonage agricole. Donc, s'il y a un promoteur qui arrive en courant pour dire je voudrais dézoner tel secteur, ben, un candidat ou des citoyens devraient s'opposer à ce genre de choses-là. Même chose pour les milieux naturels. On sait qu'il y a une belle vague au Québec de protection des milieux naturels, même qui viennent tenter d'aller chercher des nouveaux territoires qui étaient malheureusement zonés pour du développement. Il y a aussi, on voit, il y a des achats et ainsi de suite. C'est un des points, selon moi, les plus importants où est-ce qu'on peut faire une des plus grandes différences. Est-ce que ça peut arriver dans un coin de pays X, Y, Z qu'on a besoin de 2-3 hectares pour finir de consolider un milieu villageois ou pour un projet super stratégique où est-ce qu'il y a un reliquat de milieu naturel puis il y a quelque chose à faire là. Ça peut arriver, mais de manière générale, la règle devrait être de ne plus toucher à ce genre de territoire-là. Et on s'attend à ce que la plupart des candidats, on s'attend à une belle mobilisation d'ailleurs. Il y a des belles mobilisations qui se font sur le terrain. Ça me permet d'ailleurs de parler d'une proposition Véro Vert là, qui fait aussi des propositions dans ce sens-là au niveau municipal. J'invite à aller les voir également. Donc, pour moi, c'est un premier enjeu super important. Ne pas nuire et en matière de développement de collectivité, c'est ne plus toucher à ce qu'on appelle le greenfield. Si vous avez une suggestion pour une plus belle traduction que Greenfield, je ne l'ai pas trouvé après toutes ces années. Donc, voici pour un premier point. Clique Audrey pour le deuxième point. Je l'ai dit, il y a quand même une augmentation de la population au Québec. Il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on va faire habiter les gens, où est-ce qu'on va les installer. Et donc, deuxième point, et c'est un peu le revers de la même médaille du premier,
c'est l'importance de faire une bonne densification au bon endroit. Et là, pour moi, là, et c'est aussi une question de beauté, il y a partout, dans toutes les villes et pratiquement tous les villages québécois, un terrain, des terrains sous-utilisés depuis des années, parfois parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, ils sont des fois un peu contaminés, il y a un propriétaire qui ne veut pas trop le développer. Donc, il m'apparaît assez important de mettre beaucoup d'accent là-dessus. Et parce que ces terrains-là sous-utilisés, là, ben, ça fait en sorte que ça met de la pression sur les terrains vierges, comme on me propose dans le chat. Ça met de la pression pour continuer l'étalement urbain quand on ne développe pas ce genre de territoire-là. Donc, assurer une densification et une consolidation du territoire dans les terrains sous-utilisés est le revers de la protection des milieux naturels et agricoles. Et ça m'apparaît super important. Et pourquoi pas ne pas mettre dans une plateforme ou demander à vos candidats de mettre dans leur plateforme, tu sais, la station-service qui est fermée depuis 2 ans au cœur du village, là, ou qui viennent. Mais celle-là, là, pourquoi on ne donnerait pas la priorité de construire dessus au lieu d'en laisser un terrain vacant? Et c'est aussi très souvent, au-delà de l'enjeu de consolidation urbaine, c'est souvent une très bonne manière d'améliorer la beauté, d'améliorer même de verdir, on va en parler un peu plus tard, d'améliorer la beauté d'un milieu. Donc, cet aspect-là, et les villes peuvent être beaucoup plus proactives qu'on le pense sur cet aspect-là. Parfois, ça peut être, par exemple, à travers l'achat d'un terrain. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture municipale au Québec, mais tranquillement, on en voit de plus en plus commencer à être proactif pour ce genre de choses-là. Et donc, ça m'apparaît très important. Donc, pour le deuxième, on me donne une petite question au sujet du principe d'éviter, minimiser, compenser prévu par la loi provinciale. Est-ce qu'une ville peut interdire la destruction de milieux naturels? Il y a toujours des manières, il peut y avoir des manières, là, puis c'est très compliqué, là. Il y a différentes manières. Une manière les plus simples et que font beaucoup de villes pour l'interdire, c'est tout simplement de l'acheter. Parfois, c'est à travers le zonage, mais le zonage, ça peut être compliqué aussi parce que s'il y a déjà un zonage qui permet une certaine exploitation d'un milieu naturel, que ce soit, par exemple, de manière agroforestière ou tout simplement un zonage résidentiel, revenir par la suite pour le protéger, ça peut se faire, mais c'est souvent sous des considérations environnementales de type protection d'une espèce menacée. Ça s'est vu notamment à la prairie où la protection d'une espèce menacée a eu préséance sur le zonage. C'est pas facile à démontrer pour une ville. Donc, c'est pour ça qu'on est en train, un peu partout au Québec, de contrecarrer les erreurs du passé, donc des zonages trop généreux dans des milieux naturels en achetant des territoires là, de différentes manières. Je ne suis pas un spécialiste exact de ces questions-là, mais il y a moyen de le faire. Donc, merci à Jupiter Nacla pour la question. On va passer au troisième. Merci, Audrey. Audrey m'assiste de l'autre côté du Zoom. Un autre point qui m'apparaît important et qui est un peu aussi la continuité du numéro 2, c'est avoir un plan pour renforcer le centre-ville, les artères commerciales ou les noyaux villageois. On le sait, c'est des endroits qui étaient des hauts lieux de commerce pendant longtemps, qui ont beaucoup souffert de l'arrivée des centres d'achat dans les années 90. Hein, on le sait, la fameuse chanson des colocs rue principale. C'est des milieux qui souffrent encore un petit peu plus avec le commerce électronique, mais qui, selon moi, ont beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Je travaille notamment là, avec beaucoup de cœurs de villes et villages au Québec et il y a quelque chose de concret, de réel dans des chiffres qui démontrent que le virage vers l'achat local se fait actuellement au Québec. Et pour pas que ça s'essouffle,
en raison de la pandémie, l'espèce de solidarité que ça l'a amené. Là. Pour pas que ça s'essouffle, ben, il va falloir continuer à mettre des projecteurs sur ce genre de lieu-là. Donc, ça peut vouloir dire dans certains cas, et on l'a vu, c'est le cas à Québec, c'est le cas à Montréal, des allègements de taxes pour les plus petits propriétaires les plus petits propriétaires de bâtiments. Ça peut être de l'embellissement de la rue. Ça peut être des stratégies de marketing. Ça peut être un mélange de tout ça. Mais une chose est sûre, c'est des lieux très importants et c'est des lieux très importants aussi d'un point de vue de réduction de gaz à effet de serre parce que c'est souvent des lieux centraux où les gens peuvent marcher, peuvent utiliser le vélo, peuvent faire de courtes distances en voiture pour s'y rendre comparativement aux grands pôles, par exemple, commerciaux régionaux qui demandent de grands déplacements. Donc, pour un paquet de bonnes raisons, pour moi, on est venu un peu au moment doit avoir le grand retour là, de nos centres-villes. Et pour ça, ben, il faut y donner de l'attention. Et je m'attendrais de voir des candidats, des approches spécifiques pour ces milieux-là. Donc, n'hésitez pas encore une fois, comme le dit, on le dit dans le conversé, vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Puis on peut en prendre aussi longtemps à la fin si vous n'avez pas le goût de m'interrompre, mais n'ayez pas peur de m'interrompre. Donc, on pourrait passer au quatrième. Voilà. Verdissement. Je pense que c'est de moins en moins, c'est de plus en plus fort comme mouvement. L'idée de l'importance des arbres en milieu urbain, il y avait notamment une belle lettre ouverte là, de plusieurs signataires dernièrement dans les journaux pour montrer l'effet que pouvaient avoir les arbres sur la lutte contre les îlots de chaleur. Et on va se le dire, l'éléphant dans la pièce lorsqu'on parle de verdissement, c'est la question du stationnement très souvent. Et parce qu'on veut mettre l'automobile est un grand consommateur d'espace et que ce soit les grands stationnements de surface face au commerce, que ce soit les stationnements sur rue, viennent souvent empiéter sur nos capacités de verdissement. Donc, ce que ça veut dire, faire du verdissement souvent dans une ville pour qu'il y ait un maximum d'impact, par exemple sur rue, où est-ce que les gens se promènent à proximité des bâtiments, c'est d'oser remettre en question la place du stationnement. Donc, par rapport à ça, c'est un enjeu incontournable, particulièrement dans les villes un peu plus denses. Évidemment, on voit tous les efforts qui sont faits un peu partout, mais je pense qu'appuyer sur l'accélérateur dans ce dossier-là, c'est particulièrement important. Mais les villes moyennes aussi québécoises ont besoin de verdissement. Je pense qu'il y a des quartiers anciens à Trois-Rivières, il y a des quartiers anciens à Drummondville qui ont besoin probablement de ce genre d'opération-là. Comme je le dis, c'est un créneau qui est quand même avec un beau momentum actuellement, mais on s'attend justement encore une fois des candidats de dire des choses par rapport à ça. Donc, on pourrait passer à la prochaine. Donc, déplacement actif, c'est encore une fois une des choses qui a été démontrée pendant la pandémie. Je parlais récemment à des conseillers municipaux, davantage en banlieue, qui n'avaient jamais vu lors de la pandémie autant de monde dans les rues marcher. Et j'espère qu'on va avoir appris que c'était peut-être pas si difficile que ça de faire un certain nombre de déplacements et encore une fois, multiplier les infrastructures liées au déplacement actif. On parle évidemment de voies cyclables qui pourraient être de loisirs, de voies cyclables surtout utilitaires qui mènent à des lieux où est-ce qu'on se rend tous les jours, pas juste pour se promener le dimanche, mais également la présence de trottoirs. Et ça se voit malheureusement. Il y a peut-être beaucoup d'entre nous qui sommes autour du Zoom, qui sommes des urbains, nous sommes peut-être habitués d'être sur des trottoirs. Mais malheureusement, dans beaucoup de milieux au Québec, les trottoirs ne sont pas la norme. Il y a des cœurs villageois qui n'ont pas de trottoir. Ça se débrouille un peu l'été. Il y a un gros accotement sur la route. Mais l'hiver, très rapidement, ça devient ingérable. Ce qui fait en sorte que les gens se retrouvent isolés. Les gens ne peuvent même pas aller se balader. Des fois, les gens ont plus de difficultés à avoir accès à leurs services. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui a accès à une voiture en tout temps. Il y a des gens pour des limitations physiques, pour des limitations financières.
n'ont pas accès à une voiture. Et donc, ne pas avoir de trottoir dans beaucoup de milieux signifie juste ne pas pouvoir se déplacer pour souvent des populations les plus vulnérables. Donc, par rapport à ça, il m'apparaît essentiel que si vous êtes une ville ou un village qui n'a pas de plan de match pour augmenter le nombre de trottoirs sur les rues, qui n'a pas de plan de match pour avoir davantage de voies cyclables qui mènent aux principaux lieux de déplacement des gens, que ce soit pour des achats, que ce soit pour le travail, il y a quelque chose qui manque. Donc, m'apparaît donc un élément quand même assez important aussi. Donc, de prévoir des enjeux de déplacement actif. Donc, oui, effectivement, j'ai ici un commentaire de Julie Bellavance. Et encore faut-il que le trottoir soit en bon état pour faciliter, entre autres, les déplacements des personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Puis, on sait que de toute manière, là, je vais faire le petit clin d'œil humain. Je suis le père d'un enfant de 2 ans, puis une fois que tu te promènes avec une poussette, là, les enjeux des personnes à mobilité réduite, là, tu les vois sur une loupe très forte et faire des trottoirs qui sont accessibles personnes aux personnes à mobilité réduite, c'est faire des trottoirs accessibles pour tout le monde. Donc, oui, leur entretien, un trottoir plein de trous, un trottoir trop petit, un trottoir pas déneigé, à la fin, c'est pas de trottoir et ça peut même être plus dangereux parce que ça peut donner une fausse impression de sécurité aux usagers de la route, que ce soit les piétons ou les automobilistes, et donc très important. Par rapport, on a aussi, on est dans les placements actifs. J'ai une question, Isabelle Pérud. Avez-vous des idées pour engager les commerçants et les automobilistes plus réfractaires au changement, à la réduction des espaces de stationnement? Très souvent, par rapport notamment aux commerçants, très souvent, il y a du stationnement proche. C'est souvent ça le gros enjeu. Il y a du stationnement proche ailleurs que directement devant le commerce. Donc, parfois, il faut revoir un petit peu les habitudes pour rediriger les gens à des endroits qui sont un petit peu plus loin, qui sont souvent pas beaucoup plus loin que quand on va au centre d'achat, quand on parle d'une rue commerciale traditionnelle. Les habitudes, c'est dur à changer. On peut y aller parfois avec des opérations temporaires au courant de l'été. Il y a beaucoup de villes qui l'ont fait. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que finalement, ils étaient encore capables d'aller au centre-ville, même si la rue principale avait été piétonnisée. Donc, les expériences des derniers mois vont être à surveiller au niveau des achalandages. Est-ce que ça tient la route ou pas? Mais parfois, y aller avec des projets transitoires au tout début pour montrer aux gens que ça se peut. Éviter un choc initial ou est-ce que ça peut être une bonne idée. C'est une des manières d'y arriver pour faire accepter la diminution de place de stationnement. Mais on le sait, c'est toujours là que ça achoppe le fameux stationnement et c'est pas facile. Donc, effectivement, il y a Gilbert Lefort qui précise des projets pilotes sont vendeurs. De prendre une bouchée à la fois, c'est plus facile. Donc, et oui, effectivement, des fois, les gens, malheureusement, des fois, c'est les commerçants qui prennent les propres stationnements devant leur commerce, mais ça, c'est tout autre enjeu. Donc, on va passer au prochain. Petit clic. Qualité de l'espace public. On va revenir justement. Qualité de l'espace public. Là, je m'aborde. Attends, non. Voilà. Ça bouge beaucoup. Qualité de l'espace public ou logement abordable? Je t'ai rendu où? Ben oui, je t'ai rendu au logement abordable. Donc, désolé. Logement abordable, c'est un enjeu de plus en plus pressant au Québec. Je ne pense plus qu'il y a de questions à se poser de dire qu'il y a une crise du logement. Il y en a une. Il y en a une et il n'est plus uniquement à Montréal et c'est déplacé. C'est déplacé pour plein de raisons et je ne pouvais pas faire le tour de l'ensemble de la question du logement abordable. Mais parce que les tenants et aboutissants sont très larges. Par contre, les administrations peuvent être proactives.
peut être proactive. Dans certains cas, c'est en favorisant la construction de logements. Lorsque l'offre est suffisante, ça aide un petit peu, mais également de prévoir des terrains. Et c'est là une des grandes différences que peuvent faire les administrations, c'est de prévoir des terrains pour éventuellement accepter des projets de logement abordable, que ce soit plus classique sous le mode Accès-Logis, mais également, pourquoi pas, dans des modes de tenure un peu alternatifs, de type autopromotion, de type cohabitat. Je pense qu'on a plus beaucoup le choix de tenter de diversifier notre parc de logement, de le rendre peut-être plus résilient avec différents types de projets d'habitation, mais une des clés par rapport à ça, c'est vraiment la maîtrise foncière de la part des villes. Donc, lorsque des terrains disponibles, ne pas hésiter, encore une fois, à devenir acteur du changement, à devenir acteur de la solution pour les administrations municipales en osant acheter des terrains parce que ce problème-là se multiplie un petit peu partout, plus juste dans les grandes villes. Donc, et si ça ne demeure pas abordable, ça va être souvent finalement les plus vulnérables, encore une fois, qui vont être impactés parce que c'est eux qui sont malheureusement en bas de la chaîne et c'est eux qui se font tasser. On le voit dans d'autres villes, les problèmes à la fin qui se transforment en itinérance. Donc, important. Voilà. Donc, on pourrait continuer pour la prochaine. Patrimoine bâti et paysage. Ça, c'est encore une fois un enjeu qui a augmenté en intensité dans les dernières années, où on a vu malheureusement, est-ce que c'est une question qu'on est rendu à un certain cycle pour un certain nombre de bâtiments, mais on a vu malheureusement au Québec des bâtiments très intéressants être détruits, être abandonnés, être négligés, qui sont importants. Puis il ne faut pas oublier que, si je me permettez, il y a également des liens avec les changements climatiques. Le bâtiment qui va moins émettre de gaz à effet de serre, c'est celui qu'on préserve. Mais c'est d'autant plus important lorsqu'il y a notre identité est concernée. Et si je l'amène particulièrement en ce moment, c'est aussi qu'à travers le dernier projet de loi, dont je ne me souviens plus le nom, je pense que c'est 69, il y a des pouvoirs additionnels qui ont été donnés aux villes en matière de protection du patrimoine. Donc, le gouvernement du Québec, à tort ou à raison, a décidé de confier une partie de la responsabilité de la protection de notre patrimoine aux villes. Donc, maintenant, les futurs candidats ne peuvent pas dire c'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité du gouvernement du Québec. Non, il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été accordés et encore une fois, une administration qui a du leadership, une administration proactive peut faire en sorte de mieux protéger le patrimoine, mieux protéger les paysages emblématiques. Donc, effectivement, il y a beaucoup de villes qui mettent en place, comme le mentionne M. Gilbert Lefort, des subventions de rénovation de façade sont essentielles. Je vous dirais même que à vivre en ville, on a fait d'ailleurs des propositions. Vous savez, il y a souvent des programmes de rénovation qui sont subventionnés par l'État. De plus en plus de rénovations vertes d'ailleurs, mais on pense qu'il devrait y avoir une approche spécifique pour les bâtiments patrimoniaux pour ce genre d'appui-là. Et c'est aussi une bonne manière, et là, vous le voyez, le clin d'œil aussi pour nos cœurs de collectivité. Donc, quel bâtiment vous vous engagez à protéger, quel bâtiment que vous allez aider le propriétaire d'une manière ou d'une autre. Voilà un engagement qui peut s'avérer intéressant pour des éventuels candidats. Et des questions à poser à vos candidats, comme je le dis depuis le début. Donc, clic. Qualité de l'espace public, celui que j'ai failli commencer tantôt. Et puis, ça justement avec une référence à la question de universellement accessible.
Donc, on l'a vu durant la pandémie, les espaces publics, et là, je vais inclure les parcs là-dedans, les espaces publics, mais la rue aussi, hein, la rue comme espace public a joué un très grand rôle. Ça a été notre soupape. Ça a été l'endroit où on pouvait socialiser pendant un peu, pendant qu'on n'avait plus le droit de socialiser dans nos aires privées, dans notre maison. Et je pense on a découvert ou redécouvert l'importance de ces lieux-là et j'espère qu'on y a pris goût, qui ont trop longtemps été négligés, trop longtemps peut-être même sous-investis. Il y avait déjà une petite vague dernièrement au Québec, justement, par rapport au parc. On sentait aussi le souci d'investir dans la qualité des espaces publics. Mais là, je pense qu'un candidat qui se présente en disant j'ai l'intention de telle place publique au cœur du village, telle place publique dans le quartier, XYZ, on a l'intention d'investir pour l'améliorer, pour le rénover, pour le rendre, par exemple, universellement accessible. Ça m'apparaît un élément assez qui peut être gagnant dans une plateforme électorale parce que tout le monde y a goûté dernièrement. Donc, si voilà, on propose également ajouter des toilettes publiques et des jeux d'eau. Les jeux d'eau, pas mal, ça s'en vient pas mal de plus en plus populaire, les jeux d'eau dans les parcs du Québec pour en faire de plus en plus. Je vous ai dit, hein, il y avait un petit gars de 2 ans. Donc, c'est devenu un peu quelque chose que je regarde un peu plus qu'avant. Donc, je pense que c'est effectivement des équipements de ce type-là peut être intéressant. On me parle d'ailleurs Nicole de Saint-Sauveur qui dit les trottoirs sont tellement minimalistes dans certains quartiers centraux que c'est très difficile. Ça me permet, pendant que je parle d'espace public, dans certains cas, la solution passe probablement par la rue partagée. Ça me permet de parler un petit peu de ça. Le concept de rue partagée où les déplacements prioritaires sur la rue sont les piétons, sont les cyclistes et que donc la chaussée centrale leur est prioritaire. Les voitures peuvent passer, mais doivent passer à la vitesse du pas. C'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, qu'on commence à voir se multiplier avec des plus et des moins. Des fois, c'est bien fait. D'autres fois, on s'interroge. Il n'y a pas beaucoup de changements. Je pense notamment dans la région de Québec où est-ce que les rues partagées de la pandémie, l'été 2020 de la pandémie était assez minimaliste. On a essayé de faire des efforts. Mais on en voit aussi, on entend parler de plus en plus du concept là, à vivre en ville. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, là, on a nos outils liés aux rues apaisées, dans lequel s'insèrent les rues partagées. Là, il y a des outils sur notre site Internet sur la question de rue partagée, mais parfois, lorsque l'espace n'est pas suffisant pour avoir des trottoirs conséquents, une rue partagée peut être une piste de solution. Donc, voilà pour une des manières de faire là, pour arriver avec des espaces publics intéressants et éviter les problèmes des trottoirs trop minces. Donc, prochain. Ça va bien. Un point qui concerne peut-être un petit peu plus les plus grandes villes, mais de plus en plus tranquillement les différents types de milieux. Le transport collectif. On le sait que c'est particulièrement dans les grandes villes, on a sous-investi en transport collectif. Pendant 40, 50 ans des autoroutes, c'est à peine si on a investi dans le transport collectif. Il y a eu le grand coup du métro à Montréal, mais par la suite, en dehors de ça, des transports en commun qu'on appelle structurants, vivre en ville, qui sont donc fiables, très fréquents, n'ont pas été tant que ça construits, même à Montréal. Donc, pour les plus grandes villes,
il m'apparaît incontournable de continuer la lancée, une certaine lancée. On sait, il y a le tramway de Québec qui est presque sur les rails pour aller de l'avant. Il y a des grands projets à Montréal. Je pense qu'une plateforme sans grand projet de transport en commun structurant dans les 2, 3, je peux insérer Gatineau aussi, où est-ce qu'il y a des ambitions pour un tramway pour l'ouest de la ville. Ça m'apparaît des projets qui devraient être soutenus par tout le monde pour peu qu'on soit effectivement, qu'on trouve important la lutte contre les changements climatiques, la diminution de la dépendance à la voiture. Parce qu'on sait que la dépendance à la voiture, même électrique, et on le souhaite qu'elle devienne de plus en plus électrique, mais même électrique est un enjeu de consommation de ressources et d'un enjeu dans nos milieux. Donc, très important le développement du transport en commun. Et ça me permet aussi de parler un peu en milieu rural, en milieu plus rural, davantage en région. D'abord, pour les villes moyennes, les Sherbrooke de ce monde, les Trois-Rivières de ce monde, par exemple, ben, il y a moyen d'améliorer le transport collectif. Par exemple, avec des parcours à plus haute fréquence. C'est souvent ça la différence. Hein. Lorsque tu as un parcours à haute fréquence, on dit en transport en commun, la fréquence et la liberté. Lorsque tu n'as pas besoin de regarder un horaire, c'est là que l'utilisation du transport en commun fait un bond important. Et je pense que même dans les villes moyennes québécoises, on peut y arriver. Mais sinon, dans les plus petites villes, c'est une question sociale, c'est une question d'accessibilité, d'avoir accès à du transport interrégional pour avoir accès à certains services. Des fois, il n'y a pas un hôpital dans toutes les localités du Québec. Des fois, ça peut avoir accès à certains services dans la ville régionale. Ça m'apparaît important. Le gouvernement du Québec fait des efforts. Avant, il faisait à peu près rien par rapport à ça. Maintenant, il investit un peu plus, mais il faut aussi avoir une contribution locale, donc de supporter le transport collectif, souvent interrégional, peut être intéressant. Donc, c'est intéressant. Je Jean-Charles Pelland, justement, demande à quel point les municipalités peuvent-elles modifier l'offre de transport en commun compte tenu de l'importance des fonds requis et du fait que le provincial a souvent le dernier mot dans ce genre de dossier. J'ose croire qu'en sortant de la pandémie, je sais qu'il y avait des choses qui étaient sur la table à travers la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec pour améliorer le soutien aux villes en matière de transport interrégional. Il y a ça aussi comme option. Donc, je pense aussi, puis ça va me permettre de faire une parenthèse, la question de M. Pelland. Une des choses que doit devenir, puis ça va me permettre aussi d'aborder mon dernier point, une des choses que doit devenir aussi un élu municipal, c'est devenir un leader, un leader de changement, un leader qui va oser demander des choses, qui va oser des fois interpeller justement des paliers supérieurs de gouvernement. Si votre député n'entend jamais parler d'un enjeu, il est très rare qu'il va revenir en parler en caucus à ses collègues pour dire que c'est un élément, que c'est un enjeu important. Il ne posera pas de questions à l'Assemblée nationale là-dessus. Il n'en parlera pas s'il est au gouvernement, il n'en parlera pas au caucus, comme je le disais. Donc, quand on est un élu municipal, ça veut dire aussi devenir un représentant, justement, et un porte-voix des demandes. Et c'est sûr que s'il y a juste des organisations comme Vivre en ville ou d'autres, des organisations de caractère environnemental qui vont cogner à la porte et qu'il n'y a pas de transmission qui vient de la base, par exemple, hein, les élus municipaux, là, c'est un des groupes tests, des focus groups du gouvernement les plus importants. Quand ça va bien avec les élus municipaux, lorsqu'il faut faire un changement de politique publique, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas un rôle à négliger. Ce qui me permet d'ailleurs d'amener mon prochain point au niveau du plan climat. On l'a dit, je l'ai dit d'entrée de jeu,
la question climatique est d'autant plus importante parce qu'elle va s'accélérer. Autant les changements que les risques, que le niveau d'émission qu'il faut réussir à casser, à juguler. Et une des choses que peuvent faire les élus municipaux, c'est de devenir des champions. La première chose, là, c'est de devenir un champion du climat. Ça veut dire parler du climat. Ça veut dire, dans toutes vos actions, y penser. Devenir un champion du climat fait en sorte que l'enjeu prend plus d'importance. L'enjeu va devenir d'autant plus pressant. On le sait, je vais faire un petit peu de politique québécoise. Lors de la dernière élection, le gouvernement en place avait une politique, avait pratiquement rien comme plateforme au niveau de la lutte contre les changements climatiques. S'ils ont un début de plan maintenant, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation importante sur le terrain pour leur rappeler qu'on ne pouvait plus, au début des années 2020, ne pas avoir de plan contre le climat. Donc, ils ont déposé un plan sur le climat grâce à la mobilisation sur le terrain et ça, vous pouvez en être. Donc, comme l'écrit France H, vive les champions, championnes du climat. Donc, c'est particulièrement important. Et après ça, ben, au-delà d'en parler, il faut agir. Et chaque ville québécoise devrait se doter d'un plan climat. Et le gouvernement du Québec habituellement est au rendez-vous. Il l'était il y a quelques années. On va voir dans le nouveau plan climat s'il va y avoir des fonds disponibles pour les projets sur le terrain. Mais se doter d'un plan climat, il n'y a pas de ville moyenne du Québec qui ne devrait pas en avoir, qui ne devrait pas devenir des amis, des municipalités amies du climat. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire, de plus en plus d'expertise au Québec pour comment y arriver, que ce soit en mitigation ou en adaptation. Donc, avoir une approche spécifique sur le climat m'apparaît incontournable et ça me permet, ce point-là, de placer le point. Non, on va revenir sur le climat. Je vais finir sur le climat, Audrey. Il y a des mesures que je n'ai pas mentionnées là-dedans qui auraient pu en faire partie. Justement, avoir un plan d'adaptation au changement climatique. Dans certains cas, des villes pourraient adapter son règlement de construction, son zonage pour faire plus de verdissement au niveau du bâtiment, interdire le chauffage au mazout, toutes des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des plus grandes villes au Québec qui montent un peu la voie. La ville de Montréal, à travers son plan pour la transition écologique, beaucoup de bonnes choses à voir. Et c'est des choses qu'on peut éventuellement appliquer ailleurs, dans des villes, dans des plus grandes villes. Je ne peux pas croire que, par exemple, je sais qu'il y a des choses qui sont bien intéressantes à Laval, donc dans les pourtours des villes, des grandes villes du Québec aussi, il y a beaucoup de choses à faire et je vous dirais que justement les banlieues, là, s'il y a bien un endroit où on peut faire des grands gains en matière climatique, ça peut se passer beaucoup là. Et c'est des villes qui ont quand même assez de moyens. Je ne demanderai pas à un village de 600 habitants de faire un plan climat exhaustif. On s'entend que c'est beaucoup de ressources avec pas tant de ça d'impact. On peut faire des actions, il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres villes, par contre, que ne rien faire me semble pas acceptable rendu en 2021. D'avoir cet enjeu me paraît intéressant. Il y a Hugo Bertrand, et je lis la question complètement là, à chaud. Comment développer un plan climat et faire des investissements en ce sens quand la principale source de revenus des villes est la taxe foncière? Ça encourage beaucoup trop l'étalement urbain et la dépendance aux entreprises qui décident un peu comment ils gèrent le climat. C'est un bon point. Je considère tout de même que malgré la question de la taxe foncière qui est un peu un incitatif à l'étalement urbain, un incitatif à des fois baisser le niveau, hein, on sait. Les villes disent, mais toi, si tu me mets trop de règlements pour la construction de mon bâtiment, si tu me mets trop de contraintes, je vais aller m'installer ailleurs. Je pense que M. Bertrand fait un peu allusion à ça. J'ai comme l'impression que tout de même, la culture évolue, les mentalités évoluent, qu'il y a de plus grandes ouvertures
à ce genre de mesures-là pour s'attaquer au climat. La plupart des grandes entreprises ont des politiques là, de responsabilité sociale et environnementale. Donc, je crois qu'il y a plus grande. Il faut commencer à quelque part et si on ne commence pas tout de suite, ben, ça va être difficile après ça de monter la barre. Je vais en parler un petit peu à la fin sur cet enjeu-là, M. Bertrand, lorsque je vais mentionner la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Où est-ce qu'on va reconnaître que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer, c'est un des enjeux qu'il va falloir faire. Voilà pour le climat. Je vais juste finir sur le climat pour dire que le climat, c'est pas juste pour le climat, c'est également une question euh, de, de justice sociale. Une de mes caricatures, puis je me rends compte que j'aurais dû la mettre, là, mais c'est que lorsqu'on combat les changements climatiques, très souvent, on peut faire des gains, des co-bénéfices qu'on appelle dans d'autres mesures. Lorsqu'on construit du logement abordable, verdi, pour limiter les îlots de chaleur, ben, on fait en sorte, justement, bien construit à côté d'une station de métro, ben, les gens vont moins utiliser leur voiture, vont moins émettre des gaz à effet de serre, mais on va avoir également une meilleure vie. Lorsqu'on on se protège de l'étalement urbain pour diminuer les distances qu'on a à parcourir en voiture, mais on protège aussi des milieux naturels, on protège la biodiversité. Donc, il n'y a pas beaucoup de mesures à caractère climatique qui n'ont pas beaucoup d'autres co-bénéfices. On peut penser, si on brûle moins de mazout, à la fin, on va aussi améliorer la qualité de l'air et donc la santé des gens. Le prisme du climat est très important, mais ça ne veut pas dire que ça évacue tous les autres enjeux sociaux et de santé à titre d'exemple. Au contraire, c'est faire une pierre plusieurs coups la plupart du temps. Il y a Monsieur Pellan qui pose la question en lien avec un plan climat. La consommation de viande est une des principales sources d'émissions sur la planète. Avez-vous des idées comment les municipalités peuvent encourager une consommation moins de viande? Ben, je vous dirais que cette question-là est un petit peu moins de ma spécialité. Moi, d'un point de vue personnel, je serais content d'avoir limité ma consommation de viande, plus de viande rouge à part le samedi. J'ai une conjointe carnivore, j'ai réussi à la limiter au samedi, je suis content. Mais sinon, il y a également il y a différents programmes, je ne pourrais pas bien les nommer là, par différentes organisations qui visent notamment à manger davantage local pour l'approvisionnement, que ce soit des garderies, des écoles. Donc, c'est sûr que c'est des enjeux un peu moins municipal pur, mais il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a également les systèmes alimentaires de proximité. L'idée de système alimentaire de proximité que Vivre en ville pousse notamment à travers une de nos publications qui est Ville nourricière, qui vise à raccourcir notamment les distances parcourues pour nos aliments, rapprocher les gens de leur consommation alimentaire, que ce soit au cœur de leur quartier, mais également d'où est-ce que ça vient. Et je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas trop dénaturer le travail de la superbe équipe de Vivre en Ville qui travaille là-dessus. Mais il y a vraiment des choses par rapport à ça aussi qu'on peut faire dans une ville. Et j'en viens à mon premier point qui est la protection du territoire agricole, qui ont en lien au système alimentaire et que les villes peuvent faire. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour la présentation officielle. N'hésitez pas à continuer de poser des questions, mais je vous le dis, j'arrive à mon avant-dernière slide. Donc, allez-y avec les questions pour la suite de la conversation. Prochaine. Évidemment, un point qui m'apparaît de plus en plus important, qui est la montée en puissance dans les dernières années de l'implication et de l'intérêt des citoyens pour comment on développe leur ville. Les dizaines, des centaines de personnes qui se présentent souvent à des consultations, ça fait chaud au cœur de voir que le niveau local est de plus en plus considéré. Et je crois qu'un candidat, justement, de mettre en place une politique de participation publique
qui implique davantage les citoyens m'apparaît important. Avant de faire des projets, tenter de les bâtir en amont, les projets, pas arriver avec un projet tout ficelé puis dire au monde qu'est-ce que vous en pensez. Très souvent, ça peut mener à des blocages au niveau de l'acceptabilité. On le sait, surtout en matière de densification. On a un beau programme à vivre en ville par rapport à ça qui s'appelait Oui dans ma cour. On va peut-être changer de nom. On a encore des outils là-dessus. Mais d'impliquer la population là, à travers le processus, ça paraît très important. On peut penser aussi là, au budget participatif, qui est une autre manière d'y arriver. Donc, voilà en ce qui concerne la participation publique. Je terminerai, avant de continuer la discussion, je terminerai sur ce qui s'en vient au niveau du gouvernement du Québec. Vous êtes autour de la table, beaucoup de personnes intéressées justement aux questions de comment on construit nos villes, nos villages. Il y a actuellement un processus très important qui se passe au niveau du gouvernement du Québec. Difficile d'en parler parce que d'en parler beaucoup, d'entendre parler beaucoup, on est en fin de pandémie. Les gens ont également peut-être pas tant que ça la tête à ça. On a besoin un peu aussi de reprendre contact avec nos proches après tout ça. Mais il se passe quelque chose cet été. C'est la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, où est-ce qu'il va y avoir une importante consultation menée par le gouvernement du Québec. Donc, pour ceux qui sont... et pour en revenir au municipal, je sais que vous êtes intéressés probablement. En plus, il y a une campagne électorale, fait qu'il va y avoir un paquet de gens intéressés par la question, les questions locales qui vont s'impliquer dans la campagne électorale. Je vous dis juste, regardez un petit peu d'énergie pour s'intéresser à cette consultation-là. Vous pouvez trouver les détails là, sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mais également, il y a aussi des gens de la société civile qui ont mis en place disons, pas une consultation parallèle, ce ne serait pas bien la bonne manière de dire les choses. Oups. Ah, tiens, on met le site Internet live, c'est-tu pas beau? Donc, il y a aussi Parlons Territoire, donc l'initiative Parlons Territoire de l'Alliance Ariane, un regroupement d'organisations de la société civile. On a fait un paquet d'événements dans les dernières semaines. Il va en avoir encore dans les prochaines semaines pour parler de cet enjeu-là. Mais les consultations davantage citoyennes vont avoir lieu à la fin août jusqu'au 10 septembre, si je me souviens bien. Donc, si vous voulez vous préparer là, puis écrire un beau petit mémoire durant l'été pour aller dire à quel point c'est important, je vous invite à surveiller les 2 adresses que vous avez sur votre écran. Donc voilà. Ça terminerait pour mon côté la partie davantage formelle. Je vous remercie de votre attention, des questions. Et si vous voulez traîner un petit peu, on pourrait répondre soit directement dans le chat. Je peux continuer à répondre là, en direct. Là. Merci à Jeanne-Hélène Jugy de la ZIP Jacques Cartier qui dit qu'il doit quitter, mais qu'elle soutient le contenu, les présentations à titre personnel et au nom de la ZIP. Donc, merci du soutien. Merci aux gens de Gatineau. J'avais une question là, que j'ai vue tantôt. Là. Puis merci à mon équipe qui a mis un paquet de beaux liens dans le chat. C'est par rapport à certains de notre travail, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais on n'est pas les seuls à faire des belles choses. Je pense au budget participatif, au centre d'écologie urbaine, vous allez aller voir ça. Je vais répondre. Je vais commencer par la question à 1000 $, si elle est toujours là, de Mireille. Donc, juste dire, hein, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. On est encore 99. Donc, c'est encore bon. L'essentiel est passé. Je vais juste répondre à quelques questions encore pour quelques minutes. Là. Donc, puis quand on va voir que ça va trop descendre, on va mettre fin. L'étalement urbain est très difficile à limiter. Quels sont vos conseils? Bien, tout simplement, une des premières choses à faire, c'est de dire on n'en fera plus. On n'en fera plus, on n'en demandera plus de nouveaux territoires agricoles, on poussera plus, on placera plus, on élargira plus le périmètre d'urbanisation de la ville, on ne fera plus
On ne permettra plus de lotissement hors du périmètre urbain. On peut faire ça hein, au Québec. Sous certaines conditions, on va dire non, on n'ouvrira plus de nouvelles rues. On ne permettra pas d'ouvrir de nouvelles rues. C'est une des choses aussi que les villes peuvent faire. Donc, il y a une volonté tout simplement de dire non. Et ça, c'est quelque chose que le niveau local peut faire, dire non. Il y a une tradition au Québec, on dit toujours oui aux promoteurs, on appelle ça du développement, de construire des maisons. Les villes font même des beaux communiqués de presse tout fiers du nombre de permis qu'ils ont émis dans une année. Pour moi, ce n'est pas un indicateur d'un bon développement, c'est juste un indicateur que tu fait du volume, mais on n'a aucune idée quels ont été les impacts de ce développement-là. Et même si c'est rentable à long terme d'ouvrir autant de nouvelles rues, de construire de nouvelles maisons. Donc, une des premières choses à faire, c'est demander à vos candidats ou en tant que candidat de dire j'en ferai plus. J'en ferai plus, je vais compléter ce qu'on a comme terrain à développer, s'il est bien situé. Mais sinon, on n'en fait plus. C'est une question de volonté parfois. Et sinon, mais le gouvernement du Québec, on espère avoir des choses intéressantes dans la prochaine stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement pour aider les villes à contrer l'étalement urbain. Donc, merci des bons mots. Des bons mots des gens qui me disent merci. Concernant la redynamisation des centres-villes, que faire pour une ville déjà étalée? Faut-il déjà développer plusieurs cœurs et les relier ensemble via du transport actif et en commun de la part de... Ça pousse. Donc, c'est une très bonne question. Je ne peux pas y répondre avec une formule toute faite sans connaître la ville. Mais oui, une ville n'est pas obligée de tout mettre dans son centre-ville. Ça dépend de la grosseur. Quand on parle d'un village, on s'entend qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus qu'un secteur commercial. Quand on parle d'une ville moyenne, on ne mettra pas toutes les épiceries au milieu. Donc, il y a différents types aussi de commerce qu'on met à certains endroits. Idéalement, on parle beaucoup de la ville du 15 minutes. Idéalement, les services du quotidien. Et pour moi, les services du quotidien, c'est l'école, c'est l'épicerie, pharmacie, des choses comme ça, devraient se retrouver pour tout le monde à 15 minutes de marche maximum. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir différents cœurs dans une ville quand on parle d'une ville de, je ne sais pas, 150 000 habitants, ou une ville comme Sherbrooke. Ben oui, on n'aura pas juste tout au centre-ville pour les éléments les services du quotidien, qu'ils soient privés ou publics. Par contre, il y a un certain nombre d'institutions qui ne doivent pas se retrouver éparpillées. Si une ville a une salle de spectacle, il faut la mettre au centre-ville. Si une ville a deux édifices à bureaux, il faut les mettre au centre-ville, non pas les mettre à chaque bout de la route provinciale, puis qu'après ça, personne n'a le goût de marcher pour aller là parce que ce n'est pas un bel endroit, qu'il n'y a pas moyen de relier par transport collectif, comme on le prend dans l'exemple. Donc, ça m'apparaît une manière de voir, donc ça s'adapte par rapport aux villes. Donc, il y a Selma Vorobiev qui demande comment préserver des initiatives telles que le rêve avec l'arrivée de candidats qui s'y opposent pour gagner des votes. J'ai comme l'impression que la meilleure manière, c'est d'en parler aux candidats. Les candidats font du porte-à-porte, les candidats vont dans des fêtes de quartier et vous allez les voir dans vos fêtes de quartier cet été. Lorsque vous avez l'occasion de leur serrer la main, peut-être pas serrer la main cet été avec la fin de la COVID, mais l'occasion de leur discuter, parlez-leur de leur dossier. On fonctionne tous comme ça dans la vie. On fonctionne à la plainte que j'appelle. Combien de personnes vont me parler d'un dossier? Parce que si vous considérez qu'il y a un dossier important pour vous, la meilleure manière, c'est d'en parler aux candidats sur le terrain parce que ça, après, ça remonte. Ça remonte souvent au candidat maire qui, lui, dira « Ah oui, il y a beaucoup de monde qui parle de ça, ça devient… la chaleur monte dans ce dossier-là. » Donc, sans opinion précise sur un dossier ou l'autre, de manière générale, il faut parler souvent d'un dossier et très souvent, les gens vont devenir un peu plus gênés là, de s'opposer à certaines initiatives plus positives. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Question un peu précise sur le campanile. Écoutez, on est rendu 65 et vous ne semblez plus avoir trop de questions.
Il y a une question aussi de Julien Rasco sur le déplacement actif. Est-ce que les voies piétonnes pourraient remplacer les trottoirs si on considère que les joints de rétention sur les trottoirs, les pentes peuvent être des problèmes importants? C'est pas c'est pas une question facile. Il ne faut pas oublier le pouvoir protecteur des trottoirs. Et là, je vais être un peu plus dramatique, là. Mais vous savez, il y a une jeune femme de 15 ans qui est décédée happée par une voiture à Pierrefonds, puis on m'a indiqué, j'ai regardé un petit peu le dossier, puis on m'a indiqué qu'il n'y avait pas de trottoir à cet endroit-là. Et c'est une route où est-ce qu'on peut rouler relativement rapidement. Donc, s'il y avait eu un trottoir, la surhauteur du trottoir l'aurait probablement protégée, tandis que là, elle a été happée directement. Donc, c'est difficile de ne pas avoir de trottoir et juste avoir des bandes piétonnes parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas de protection pour pour le piéton dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça que c'est pas souvent, moindrement que la vitesse est élevée, c'est pas une bonne idée. Je pense à une de mes cousines qui marchait sur une route provinciale en Gaspésie qui a été happée de cette manière-là. Et on en voit souvent là, des histoires comme ceux-là sur les routes provinciales qui n'ont pas de trottoir. Donc, c'est peut-être plus difficile. Lorsqu'on peut ne pas mettre de trottoir ou mettre un trottoir intégré à la rue, avec pratiquement pas de dénivelé. C'est souvent sur des rues où on va rouler beaucoup plus tranquillement, des rues commerciales fortement apaisées. On peut prendre l'exemple là-dessus de la nouvelle Sainte-Catherine à Montréal. On peut prendre l'exemple de la Notre-Dame à Victoriaville, mais on sait que là, la vitesse est très difficile d'aller vite. Donc, la protection d'un territoire, d'un trottoir surélevé est moins problématique, là. Donc, c'est ça que j'aurais à dire par rapport à ça. Je vois des gens qui ont écrit dans le question-réponse. Je vous propose de venir les mettre, vos questions, dans le conversé. Parce que je regarde uniquement cette fenêtre-là. Là. Je suis capable de faire deux choses à la fois, mais pas trois. Donc, il y a ça pousse. Est-ce une option faisable de créer des stationnements verts? Plus facile de convaincre de verdir que de réduire les espaces de stationnement. C'est la fameuse question du stationnement vert est un peu pas facile parce que pour moi, un stationnement vert, ça n'existe pas. Même un stationnement éco-responsable, en tout respect avec mes amis des CRE qui utilisent cette appellation-là. Donc, idéalement, on peut juste dire qu'on a atténué les impacts du stationnement. Donc, oui, on peut construire des stationnements dans lesquels on met plus d'arbres avec une plus grande canopée qui va réduire là, l'effet d'îlot de chaleur créé par le stationnement. Il y a moyen de construire une meilleure gestion des eaux de pluie pour pas que ça se retrouve tout dans le système municipal avec les impacts que ça a. Idéalement, sur les nouveaux stationnements, ce qu'il faut faire, c'est les faire les plus petits possibles. Idéalement, pas les faire en façade de la rue, comme c'est la grande mode en matière commerciale, où est-ce qu'on fait les grands stationnements de surface pour montrer qu'il y en a du stationnement. On les fait le plus possible à l'arrière pour pas justement impacter trop la rue à travers le stationnement. Puis oui, les stationnements actuels, tenter des verdir, comme vous le dites. C'est possible en partie. Ce qui est le plus important, là, c'est d'en faire des nouveaux le moins possible, le mieux possible, les mieux situés possibles. C'est la partie la plus importante. Pas répéter les erreurs du passé. Puis après ça, quand vient le temps d'entretenir le stationnement, de le faire justement avec des règles. Il y a des municipalités qui ont des règlements sur le pourcentage de canopée que doit recevoir un stationnement. Combien de surfaces végétalisées qu'il doit y avoir. Donc, il y a de plus en plus de règlements qui se font en ce sens-là pour les stationnements de surface. Pour finir sur la question du stationnement, un stationnement de surface, c'est toujours un mauvais stationnement. Il en faut le moins possible, évidemment. Donc, voilà ce que j'ai. Voilà. Merci. Voilà. Ben, écoutez, je n'ai plus de questions, mais il me reste peut-être. Bon, merci. On ne parle pas du REM et de la cicatrice urbaine, son passage dans certains quartiers. Effectivement, c'est un enjeu plus montréalais, mais je siège sur le comité d'experts
qui étudie le projet pour tenter de faire des recommandations pour minimiser justement la question des cicatrices. Et je peux vous rassurer de dire qu'on parle beaucoup de cet enjeu. Donc, réponse à Marie-Lise Bergeron. Écoutez, on est rendu quand même à 44. Si je n'ai pas toutefois de nouvelles questions, je vous dirais merci de votre présence. Je trouvais ça le fun que ça dure quand même avec un bon nombre de personnes un peu plus longtemps. Donc, j'espère que ça vous a donné des pistes. Évidemment, nous, on va au courant de l'été mettre certains outils à jour sur là-dessus. En faisant le webinaire, je me disais, ben, je faisais des fois référence à des projets. Donc, on va au courant de l'été par rapport aux 10 pistes qu'on propose là. On se donne même le droit d'en rajouter éventuellement pour le mois de septembre. Si on sent qu'il y a des enjeux qui doivent monter, qui doivent revenir. Donc, on va mettre à jour une fois de temps en temps, là, durant les prochaines semaines, des outils. On va peut-être avoir une petite section sur notre site Internet là-dessus, où est-ce qu'on va détailler un petit peu plus les différents éléments que j'ai discutés avec vous. Donc, encore une fois, merci. N'oubliez pas la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement et n'oubliez pas non plus de questionner vos candidats ou de vous questionner comme candidat sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre nos villes plus résilientes à toutes les crises. Merci. Au revoir.